Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Club Pantio, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, on se retrouve à chaud. Il est 23 heures passées, ça fait quelques instants que le match entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice s'est clôturé. Deux buts partout entre les Olympiens et les Niçois, beaucoup de choses à dire sur ce match. Deux buts partout, comme je l'ai dit. On est totalement, j'ai envie de dire, je vais pas dire schizophrène, mais presque en fait. On ne sait pas exactement quoi penser. On est frustré, on est énervé. On se dit que lorsqu'on voit le résultat entre Monaco et Lille, on aurait pu faire une très bonne opération en remportant ce match. Il y avait la place, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Mes compagnons du soir, j'ai le plaisir d'accueillir un revenant. Il s'agit de Matt, qui est très chaud ce soir, Matt. Voilà, candidat numéro un au débrief à chaud depuis une soirée de Coupe de France l'année dernière contre le Puy Foot. Salut Matt, comment tu vas? Comment ça va? Je me remets à peine de mes émotions. Putain, le match vient de finir. J'ai cru que je pétais du cœur à la fin. Je hurlais sur l'écran. Et je pense, comme tout le monde dans le chat, là, j'ai allé quelques messages. D'ailleurs, bonjour à tous. Mais putain, fou. Ce gym me rend fou. Donc, je suis fou, franchement. On va essayer de faire une émission la plus structurée, la plus cohérente et la plus pertinente possible, de ne rien oublier. Il est là aussi suite une victoire contre l'Orient, un peu le totem, j'ai envie de dire. Hugo, je pense que le ratio de victoires dans tes venues est plutôt positif. Salut Hugo, comment tu vas? Ah, salut Pancho, ça va super. Bon, j'ai fait aussi les deux matchs contre Nantes cette année, donc je suis pas sûr que ce soit non plus le top totem, mais bon, ça va, on s'en sort bien avec un nul ce soir. Ouais, Matt l'a dit, totalement fou et très déçu quand même de la prestation globale de l'équipe ce soir. Ouais, pour Nantes, tu t'as pas à t'en vouloir. Pancho était en parcage. Il pouvait pas lutter contre le C'est vrai. curse. Sachez que je ne fais plus de déplacement depuis cette défaite à Rennes, mais bon, ça c'est une autre histoire. L'équipe se porte bien mieux lorsque je ne suis pas dans le stade. Justement, les gars, quel est votre ressenti? On est à quelques instants, ça fait une quinzaine de minutes que le match vient de se terminer. Le gym fait une bonne opération comptable, on va pas se le cacher, là on rentre dans des calculs d'apothicaire, mais à vous écouter, à vous lire aussi le ressenti global, il est plutôt, on va dire, frustrant, énervant. Tu te situes comment, Matt, toi, maintenant là? Je me situe que tu avais l'occasion de profiter du match qui se passait en parallèle entre Monaco et Lille pour avoir ton destin entre tes mains. Parce que tu pouvais revenir à 2 points de Lille et tu les joues à la dernière journée. Et franchement, le match qu'a pondu l'OGC Nice, moi, j'ai un five. Je vais être honnête avec vous, demain, j'ai un five avec des Marseillais. Ben, que eux ils viennent avec le maillot de l'OM et qu'ils soient fiers, ça s'entend. Moi, je sais pas si je vais mettre le maillot du gym demain pour le five. On va peut-être y aller en t-shirt régular euh, de Décathlon parce que putain, mais c'est quoi ce match là? On est à 10 contre 11, on gagne pas. Non, franchement, c'est rageant. Au vu du déroulé du match, on peut être que frustré. Hugo, je vais te poser la même question. Ton ressenti, est-ce que tu rejoins un peu Matt dans le côté un peu frustration, énervement? Voilà, le match vient de se terminer. On avait fait un peu la preview de ce match-là. On avait dit qu'on signait dès demain pour un match nul. Bon, finalement, plutôt content, plutôt satisfait ou pas? Ouais, c'est ça que c'est paradoxal, c'est qu'avant le match, on s'était dit Marseille qui n'a perdu qu'un match au Vélodrome cette année, qui est quand même plutôt souverain à domicile. Nous qui historiquement, on se déplace quand même pas très bien là-bas. J'avais dit le nul pour maintenir l'écart avec les concurrents qui sont derrière, je signe. Mais évidemment, bah, le scénario du match fait, tu pars bien, il y a un rouge, tu as une mi-temps à 10 contre 11, tu dis non, on va quand même pas, ils vont quand même pas nous la faire encore une fois, on va pas encore une fois rater l'occasion. Bah si, tu te prends le penalty en début de seconde mi-temps, puis honnêtement, c'est un petit peu un miracle de sauver le nul au final, vu le faible ratio d'occasions qu'on a eu en deuxième période et les occasions que Marseille a eues. Donc au final, si je me repositionne avant le match, je suis très content de ce nul. Mais après, vu la physionomie du match, tu ne peux pas ne pas être déçu vu bah, l'enchaînement des événements et le manque de personnalité dont notre équipe a fait preuve une nouvelle fois. À 5 centimètres près, on n'a pas du tout le. Enfin, l'émission n'est pas, Mm. n'est pas du tout la même, hein, parce que
l'exploit individuel d'Aubameyang qui termine sur la barre, j'ai cru que j'allais y passer. C'était trop. En tout cas, je vous vois assez chaud. Je vois Issa Nissa 07 que je vais paraphraser. J'en ai marre de ce gym sans envie, sans conviction, à 10 contre 11. Si ça se retrouve mené tout de même pour qu'ensuite Barthes sorte un miracle, un défenseur doit marquer. Ce gym depuis tant d'années me frustre tellement, tant d'années bafouées, gâchées. Je ne vais pas poursuivre la fin du message, mais en gros, dans l'idée, bon, je pense qu'on est pas mal à te rejoindre là-dessus. C'est-à-dire qu'on est forcé de prendre un peu de hauteur par rapport au résultat tel qu'il est. L'OGC Nice fait une bonne opération au classement, maintient l'écart avec ses concurrents à l'Europe, c'est factuel. Maintenant, dans le contenu, on va y revenir. Une entame plutôt satisfaisante. Déjà, peut-être parlons de la composition. On était sur un 4-3-3 classique. Il y avait peut-être la question autour du poste de numéro 6 qui avait eu lieu entre Rosario et Youssouf, qui était de retour dans le groupe. D'ailleurs, Youssouf qui n'est pas rentré, si je ne dis pas de bêtises. La micro-surprise, mais qui n'en était pas réellement une, c'était dans Jordan Lotomba qui n'était pas partant dans le groupe final. Pas remis d'un coup reçu contre Lorient, c'était Antoine Mendy qui a pris place dans ce poste d'arrière droit. Comment est-ce que vous avez trouvé le match de Mendy, les gars? Peut-être Matt. Ton Je crois ressenti qu'il sur, l'avait. j'aime beaucoup Antoine Mendy. Voilà, je te J'ai- laisse la Ouais, main, mais j'adore le garçon, puis c'est un jeune du centre, donc on est toujours plus conciliant avec les jeunes du centre. Il avait déjà fait le match de l'année dernière, je crois, au Vélodrome. Il était Je crois rentré. il est c'est rentré, Lens qu'il ouais. est titulaire. Il rentre et il Ah, fait une c'était. passe décisive. Mais, euh, mais Antoine Mendy, il nous a fait un match digne d'Antoine Mendy. Il gratte un rouge. Est-ce que ça nous a aidé? Est-ce que ça nous a pas aidé? Ça, on en discutera quand on viendra le moment de parler des faits de jeu. Il a fait un match convenable. Je l'ai pas trouvé tant délicatesse que ça. Honnêtement, il a tenu son rang. Hugo, cette composition aussi, il n'y avait pas vraiment de surprise. Dans la dynamique du moment, se posait une nouvelle fois la question du numéro 9. Tanguessan fait du bien dans ses entrées, avait été très performant contre Lorient. Je suis en train de réfléchir à cette composition. Thuram, qui était incertain, a fait les 90 minutes. Ouais, qu'est-ce que tu en as pensé en quelques mots? Ouais, la compo logique, à part la présence d'Antoine Mendy. Pour le 9, on en avait parlé dans la dernière émission en preview. On s'était dit que sur la dynamique, Guessant méritait de jouer, mais que forcément, niveau statut et niveau gros match avec possibilité de jouer en transition en contre, ça serait sans doute Mofi, ça l'a été. Encore un match un peu sauvé par son but, mais j'ai vraiment trouvé en délicatesse toujours technique, en délicatesse toujours dos au but. Donc compliqué, surtout qu'il est sorti tôt. Donc on n'a même pas pu en profiter plus que ça. Donc ouais, une compo logique. On reviendra peut-être plus tard après sur le coaching en cours de match où il y aura Ouais. peut-être un débat où j'ai beaucoup moins compris que sur la compo de départ. Mais la compo, pas grand-chose à dire de plus que ce qui a été dit. Ouais, et puis cette entame de match plutôt positive, hein. L'OGC Nice a le ballon, propose du jeu et se voit récompensé d'un but. À la suite, il faut le dire quand même, d'une belle phase de conservation qui part de derrière. Ce décalage créé par Boga, on a vu l'OGC Nice énormément tenté de trouver la percussion par les ailes, hein, autant Mohamed Ali Chou que Jérémy Boga. Et puis ce but, vous l'avez vu, avec ce Mohamed Ali Chou, enfin Chou qui joue de son corps pour se retrouver plein axe à 30 mètres, transmet à Boga ou à Mofi, on ne sait pas réellement, à un des deux joueurs, et Mofi qui termine pied droit, pas très serein pied droit, hein, on l'a vu, mais le but termine au fond. Et là, les gars, après ce but-là, l'OGC Nice a totalement plongé quelques instants, a laissé le ballon à Marseille. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était voilà. Mais en tout cas, il n'y a plus rien eu, Matt, après ce but. C'est le plan de jeu, j'ai l'impression, hein. C'est même pas mental. On fait tout le temps Ah, ça. On met un c'est but, plan de on met jeu, un but. plan de jeu, ils sont à 10 derrière. T'as Mofi que t'envoies au charbon après le but. Enfin, j'ai du mal à croire que la tactique ce soit d'envoyer des cachous à ton neuf qui arrive pas à garder un ballon de haut jeu, quoi. Bah, t'as du mal à y croire, mais ça fait 30 matchs qu'on fait ça. Donc moi, je suis pas surpris. On met le but. Je suis très heureux. Franchement, je jubile. Et je me dis, mais combien de temps on va tenir le score? Parce que là, moi, ce que je m'attends à voir, c'est un gym qui défend pendant 75 minutes pour tenir son score, comme on le faisait en début de saison. Ça nous réussissait.
Et ça a pas loupé, on a fait que jouer derrière, à essayer de faire tourner le ballon. On commençait presque déjà à gagner du temps. On a commencé à gagner du temps sur les 6 mètres à la 20e minute, à la 17e minute. C'est honteux. On a fait une prestation honteuse alors que le premier quart d'heure, je pense qu'on bénéficiait peut-être du calendrier un peu plus chargé des Marseillais. On leur est rentré dedans, on les a dominés Mm. de la tête et des épaules, on gagne la bataille du milieu de terrain, on met un but, mais on peut même en mettre un peu avant si Sanson est un peu plus lucide après son interception. Ah ouais, ces occasions-là, tu fais bien de le souligner. Sanson qui récupère un ballon 20-25 mètres, j'ai noté, hein, qui fait un contrôle de trop alors qu'il peut décaler soit à droite, soit à gauche pour transmettre et devant le but vide. Et puis il y a des situations, hein, le centre en première intention de Mendy pour Mofi pied droit, bon vous avez vu le final, c'était très compliqué aussi. Il y a aussi ce centre de Boga à la suite d'un centre venant de la droite de Shaw qui tombe dans les pieds de Sanson qui, là aussi, première intention qui voit l'arrêt de Paul Lopez. Enfin, Hugo, finalement, les occasions, tu les as et quelque part, tu rentres à la mi-temps à un partout. Et puis surtout avec un sentiment, comme l'a dit Matt, d'avoir accepté de subir parce que l'OGC Nice, d'il y a quelques mois, était fort dans ce registre de jeu-là. Et là, bah, voilà, tu subis peu, tu prends beaucoup. Et c'est ce qui s'est passé parce que Bouka fait pas beaucoup d'arrêts dans la rencontre, si ce n'est en deuxième mi-temps sur Ndiaye. J'ai pas d'autres actions en tête. Et puis là, bon, bah, sur on va dire un exploit individuel, parce que Klose, elle est très belle, arrive à égaliser. Ouais, après, je pense qu'il faut quand même bien différencier la première de la seconde mi-temps avec le rouge, on y reviendra plus tard, mais ouais, c'est un match qui m'a un peu rappelé un peu le match à Lyon, si vous vous rappelez, on fait une très très grosse entame, 15 grosses minutes, beaucoup d'occasions, pareil, en récupérant haut. Puis après, on n'avait pas marqué, mais on avait quand même complètement arrêté de jouer, on avait reculé jusqu'à se prendre le but en fin de première période. Et là, ça m'a un peu fait la même sensation, pareil à Lens, où on marque tôt, puis derrière, on recule, on subit tout le match. Qu'à Lens, ça avait tenu, mais là, on est dans une dynamique compliquée défensivement, donc ça a pas tenu. Et ouais, j'ai vraiment pas compris parce que notre premier quart d'heure, il est vraiment très bon. Il est dans la droite lignée de ce qu'on avait bien fait à Lorient, c'est-à-dire placé haut sur le terrain, pressing agressif, milieu de terrain, sans son Thuram qui rate des ballons, le bon geste devant. Puis là, d'un coup, tu te mets à reculer. Mais c'est pas possible de. Comme Matt l'a dit, je vois très bien l'action où Boulka il gagne du temps à la 20e minute. Enfin, c'est pas possible. Tu vois bien que tu fais mal à ton adversaire. Faut y aller. Enfin, à un moment donné, si tu veux la Ligue des Champions et l'Europe, faut avoir la personnalité dans ces gros matchs-là de punir ton adversaire, continuer à faire ce qui permet de mener 0. On l'a pas fait du tout. Et après, on a effectivement quelques occasions sur des transitions, mais c'est minime comparé au nombre de ballons qu'on a gâchés. Je me rappelle très bien, à partir du moment où on marque le but, il y a une séquence entre la 15e et la 25e où on envoie 5 ballons en profondeur perdus directement, rendus à l'adversaire. C'est incompréhensible. Je sais vraiment pas si le coach ou les joueurs qui eux-mêmes se sentent bien dans le fait de défendre bas parce que c'est ce qu'ils ont fait pendant de longs matchs, mais en tout cas, c'était sûr que ça allait mal finir et ça n'a pas loupé. Bah, tu poses la question si c'est le coach ou les joueurs. Quand après le match de Lorient, on continue d'accélérer après avoir mis le premier but, l'interview d'après-match de Farioli, c'est de dire on a trop joué avec le cœur, on a trop joué avec les tripes, et on n'a pas été assez lucide, assez froid dans la tête. On s'est mis en danger. Pour moi, enfin, c'est fou comme cette interview que d'ailleurs elle m'a fait bondir quand je l'ai écoutée dans la semaine. Elle fait écho à ce qu'on a vu, c'est-à-dire on a mis un but, on est devant au score, on ne prend plus le moindre risque. Enfin, façon de parler, parce qu'en fait, on se met en danger. On vit à nos 20 mètres pendant toute la fin de la première mi-temps. Et enfin, pour moi, c'est une consigne du coach. J'ai l'impression, en tout cas. Ça fait Ah, écho mais tu vois, aussi à c'est ce qu'il contraire à ce qu'il explique souvent. avait dit aussi suite au but de Youssouf en Coupe de France contre Montpellier, où quelque part il avait rappelé à l'ordre un peu son joueur par rapport à cette prise d'initiative-là. Mais moi, je te rejoins là-dessus, Matt, c'est que là, on va tout doucement venir sur cette deuxième mi-temps, mais tu as l'impression que c'est très, très scolaire. Mais en même temps, c'est ce qui se passe depuis le début de saison. C'est très scolaire, c'est très prévisible, et ça sourit pas. Je te laisse terminer, Hugo. Ouais, je disais, mais c'est contraire justement à ce qu'il a expliqué plusieurs fois. Ce qui est sa philosophie, c'est quand même d'avoir le contrôle du match et du ballon. C'est-à-dire que souvent, on a vu notre équipe un peu ronronner
en faisant de la position défensive, en faisant tourner. Là, c'est pas du tout ce qu'on a fait. On rendait le ballon à chaque fois, il n'y avait aucun contrôle. Moi, je m'attendais à ce qu'on fasse, ce qu'on a fait quelques fois quand on marque tôt, c'est-à-dire qu'on endorme un peu le match en essayant d'attirer l'adversaire avec la fameuse possession entre Todibo et Dante. Là, c'était pas du tout le cas, il n'y avait aucun contrôle, c'est-à-dire qu'on rendait le ballon et on acceptait de se mettre dans nos 20 mètres comme s'il restait 10 minutes à tenir. Donc c'est pour ça que j'étais aussi. Ça me surprendrait que, j'en sais rien, mais ça me surprendrait que Farulli ait demandé ça, parce que c'est contraire à ce qu'il nous explique et à ce qu'on a vu plusieurs fois, c'est-à-dire cette position défensive un peu chiante, mais qui a le mérite au moins de faire qu'on contrôle le match. Là, on n'a rien contrôlé du tout à partir de la 20e minute. Bah, je pense qu'on a essayé de le faire, parce que tu vois qu'on a essayé beaucoup plus de repasser par derrière, mais je pense qu'on a été mis en panique par le gros pressing qu'a mis les Marseillais, parce qu'en fait, déjà, ils ont eu un sursaut d'orgueil, et en plus de ça, les gars, on a arrêté de leur rentrer dedans, donc ils se sont mis dans le match. Et je pense qu'en fait, on a essayé d'endormir le match, mais qu'on n'a pas réussi et qu'on a été pris à notre propre jeu. Et c'est vrai que quand ça marche pas, parce que le pressing adverse est trop fort, il y a que à Lens, de mémoire, où on a vu ce plan B de dire ok, bah on va aller à la guerre tout le match. Tout le match, ça va être la bataille du milieu de terrain. Les commentateurs, moi j'ai écouté le match avec les commentateurs, je sais que Pancho tu les avais pas, ils parlaient d'une bataille du milieu de terrain. C'est vrai que sur le premier quart d'heure, il y a une grosse bataille du milieu de terrain et on la gagne. Et à partir de notre but, on cède totalement le contrôle du milieu de terrain à Marseille qui a fait ce qu'il voulait. Justement, on va revenir sur la situation menant à l'égalisation. Bon, le geste technique de Klose, il est quasi parfait. Est-ce qu'on peut être un peu critique sur Boulka, déjà, peut-être sur ce but-là? Alors, je crois savoir qu'il y a eu pas mal de vent sur Marseille lors de ce match-là. Peut-être est-il justement trompé par la trajectoire du ballon. En tout cas, sur les ralentis, on voit que la frappe, elle est plutôt bien placée, mais on voit que elle n'est pas inatteignable dans la position dans laquelle il est sur sa ligne de but. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et ça a été vu plusieurs fois sur le terrain, mais c'est qu'Efren Thuram, son jeu de tête. C'est-à-dire, c'est pas possible de se faire bouffer autant dans les duels déjà, et puis surtout d'être mou en fait dans ce registre de jeu-là, parce que là, bon, il n'a pas des yeux derrière la tête, mais tu dois sentir, je pense, dans ce genre de situation, lorsque tu es positionné à 20 mètres de tes buts, 20-25 mètres, tu dois sentir que à l'endroit où tu vas dégager, il n'y a personne. Là, il dégage en se disant je vais dégager sur le côté, finalement c'est dans l'axe, ça tombe dans les pieds de Klose, il aligne direct. Voilà, je trouve que là, Thuram pas excessivement bien inspiré sur l'égalisation. Je sais pas Matt ce que tu en as pensé par exemple, parce que je suis un peu dur si j'accuse un peu Thuram sur cette action-là. J'ai presque envie de laisser la main à Hugo parce que j'en veux ni à Thuram ni à Boulka sur l'action. La frappe de Klose, c'est un missile. Elle part, elle est pure, sa frappe. Donc franchement, que Boulka la prenne, bah, ça, je pense, ça sera arrivé à plein d'autres gardiens. Et pour Thuram, la trajectoire de la balle est super haute et je pense qu'il est presque battu. Ça le dessert de toucher la balle. Je pense que s'il la touchait pas, on se serait moins retrouvé en danger. Hmm. Mais je pense juste qu'il est battu parce que la balle est super haute et que le centre est en fait un peu bizarre. Il est joué dans le dos de l'attaque marseillaise. Ça prête à confusion. Il y avait personne derrière Thuram, et je pense que Thuram se dit ok, il y a quelqu'un qui est arrivé dans mon dos, faut que je la sorte coûte que coûte. Et au final, il la met littéralement dans les pieds de Klose. Donc pour moi, j'ai du mal à en vouloir à l'un comme à l'autre. Hugo. Pareil, moi, c'est le péché originel de cette action, c'est qu'à la base, c'est un long ballon qui est balancé comme ça vers Mofi qui conserve pas le ballon. Ça revient tout de suite et bah tu. Ouais, Thuram n'est pas exempt de tout reproche sur la tête, mais bon, après, il y a une frappe. Je me rappelle pas exactement de l'action, mais Klose a quand même, je trouve, pas mal de temps pour frapper. Je sais pas qui était au marquage et qui est un peu en retard. Et après, pareil, Boulka, elle est pas évidente à sortir, il l'effleure un peu. Donc, ouais, j'ai pas envie de pointer des individualités sur cette action, mais plutôt le collectif à ce moment-là du match qui fait que forcément, à force de renvoyer des ballons, bah, tu redonnes des cartouches à l'adversaire et à un moment, tu t'exposes et bah, ça fait but. Sans pour autant concéder énormément d'occasions, si ce n'est quasiment aucune, mais avec le sentiment de voir Marseille revenir progressivement dans le match, être beaucoup plus haut et nous être dans un refus total en fait de proposer du jeu et d'avoir la main mise sur le match. Égalisation de Klose, et là vient justement un fait de jeu qui a
je pense, fait débat et qui peut faire débat. De toute façon, il y en a eu un de chaque côté. C'est cette expulsion de Faris Moumbagna. Deuxième jaune. Autant le premier, je ne sais pas si vous avez le contact en tête, s'il est totalement logique et aucune contestation sur ce jaune-là. Autant le deuxième, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a contact. Il lui met, on va dire, un coup au niveau des hanches, mais c'est dans l'intention de jouer le ballon. C'est dans l'intention de jouer le ballon. Il y a faute, mais est-ce que pour vous, ça a mérité deuxième jaune, Hugo ou Matt, comme vous voulez? Ouais, moi, je sais pas, j'ai eu l'impression de. Quand j'ai vu les réactions, j'ai eu l'impression d'être soit moi-même totalement biaisé parce que je suis pour le GC Nice, soit d'être un peu fou, mais moi, j'ai pas du tout été scandalisé par la faute et le deuxième jaune. Après, peut-être que c'est un biais, mais pour moi, il y a. Dans la manière dont il sort, en plus Moumbagna, ça faisait plusieurs fois. Il y a la première faute, mais il y a plusieurs fois où il sort vraiment pied en avant, assez violemment. Et je sais pas si Mendy joue bien le coup ou pas, mais pour moi, il y a faute. Le deuxième jaune peut se donner, il peut ne pas se donner, mais Hmm. moi, j'ai pas été vraiment scandalisé plus que ça par le deuxième jaune, honnêtement. Matt? J'ai entendu beaucoup de gens dire il n'y a pas de semelle, parce qu'en fait, Moumbagna arrive avec les crampons assez hauts, mais finalement, il touche pas la cheville de Mendy. Et les gens disent ouais, il n'y a pas semelle, il n'y a pas jaune. Pour moi, il arrive quand même déjà en retard sur le ballon, et il arrive comme un fou. À vitesse réelle, il l'explose, hein, Mendy, et Mendy, ça reste un gaillard. Donc, deuxième jaune sévère, mais pas illogique. Surtout dans un derby où il y avait quand même énormément d'engagement sur le début de match. Je crois que Mofi prend un jaune aussi pour sa toute première semelle. Euh, Ça s'entend. Et bon, ça a eu des grosses conséquences. Je ne sais pas si ça nous a servi ce rouge, mais pour moi, ça s'entend qu'il prenne son deuxième jaune parce qu'à vitesse réelle, vraiment, il l'envoie dans le décor. Et peut-être aussi ce qui a dû influencer, c'est Jérémy Pignard, hein, il me semble, C'est l'arbitre. ça. C'est le fait que Mendy soit resté au sol. Et à ce moment-là, alors il y a une discussion qu'on avait eue plusieurs fois dans cette émission, c'est le vice. Et je pense qu'à ce moment-là, Mendy, du haut de ses 19 ans, eh ben, il a fait preuve de beaucoup plus de vice que des joueurs expérimentés de notre effectif. Preuve en est, situation, je crois que c'était en première mi-temps, ou je sais plus, dans le match, où à un moment donné, il y a peut-être situation de VAR, et à chaque fois, lorsqu'il y a cette situation-là, on, j'ai l'impression qu'on attend notre sentence, quoi. Bon, on joue pas le coup clairement, je sais pas. Mais en tout cas, bon, il y a débat. Moi, je trouve que dans l'esprit du jeu, c'est sévère. Limite, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas rouge parce que derrière, je considère vraiment que ça a pesé dans la décision de l'arbitre. Et dès lors qu'il prend cette décision-là par rapport à Moumbagna, on sait que derrière, ça peut tourner à la faveur aussi des Marseillais parce que, eh bien, voilà, on est à Marseille et que peut-être que des fois ça joue aussi sur certaines décisions. Et c'est pas sans rappeler, bien sûr, les gars, le match d'il y a 2 ans avec la poussette sur le Delors, que dis-je, la charge sur Delors de William Saliba, je crois de mémoire, qui aurait pu également apporter un penalty. Parenthèse refermée, mais quand même, euh, ce penalty, alors autant on peut dire que c'est pas trop dans l'esprit du jeu de mettre un deuxième jaune sur Moumbagna, autant mettre jaune penalty contre chaud sur cette action-là, alors qu'il joue totalement le ballon, que le pied traîne, mais sans qu'il y ait une intention. Enfin, cette décision, elle est quand même lunaire, Matt. Je suis à contre-pied, hein, je crois, sur celle-là, mais je vois l'action, je vois le contact. Pour moi, je me dis, mais en fait, c'est rouge pour Shaw. Parce que qui d'autre de mieux placé que nous pour savoir que ce genre d'action, maintenant, il les siffle. Enfin, ce genre de faute, il les siffle. C'était la même chose avec Dante. C'est vraiment la même action, sauf que c'est pas un tacle glissé, c'est vraiment juste un dégagement. Et on l'a vu plein de fois en Ligue 1 être sifflé, ce genre d'action. Donc, Tu veux dire par rapport à tu me ce qui est demandes. déjà, ce qui est appliqué dans le Ouais. championnat, c'est pas une dinguerie pour toi. Bah, par rapport à ce qui est appliqué dans le championnat, c'est pas une folie. Après, si tu me demandes ma sensibilité footballistique, jamais de la vie je donne faute sur ça. Jamais de la vie il y a faute sur une action comme ça. Le mec, enfin, il a le droit de taper dans le ballon quand même. Il est pas responsable de tout ce qui va se passer après. Mais pour moi, c'est lunaire de siffler ce genre de faute. Mais quand tu regardes un peu la Ligue 1, c'est sifflé tous les week-ends quasiment.
Donc, pas étonné. Alors, il y a Luch Hernandez qui nous dit: Bon, les gars, selon Farioli, l'arbitre aurait fait un bon match et comprend le penalty. Là, par contre, Farioli, c'est vraiment un enculé. Je suis désolé, mais c'est notre coach. Je... Il sait pas à lui de dire ça. C'est pas à lui de dire ça. J'apprécie l'accent italien, j'apprécie le sourire, j'apprécie le Le fait que ce dégradé. soit, ouais, le dégradé est plutôt propre. J'apprécie pas mal de choses, le fait qu'il soit vraiment une pile sur le banc de touche et tout, ça donne vraiment envie de le suivre. Mais alors ces putains de déclarations là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. On est vraiment le paillasson de la Ligue 1 sur certains aspects. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y en a qui vont critiquer le comportement de Benassia à la mi-temps. Bah moi en fait, je crois qu'à ce moment-là, je sais pas vous les gars, mais j'aurais bien aimé qu'on fasse pareil dans une autre circonstance en fait. Euh, voilà. Surtout quand t'es chez toi. Enfin bref. Le penalty, Hugo, ton ressenti, est-ce que pour toi c'est penalty? Est-ce que pour toi il y avait ou pas faute? Je crois que, en fait, c'est un peu le débat qu'on avait eu sur le deuxième jaune ou pas du Rémois, c'était Akieme. En fait, il y avait Romain dans cette émission-là et Matt peut-être, je sais plus. Et la question c'était est-ce que justement dans l'esprit du jeu on met deuxième jaune à Akeme ou pas? Je sais pas si vous avez en tête la semelle qui met à Todibo, mais en fait c'est un peu ça. C'est-à-dire que aux yeux d'un règlement qui s'applique, peut-être que tu mets rouge, mais aux yeux de l'esprit du foot, ça pose quand même question. Mais là, ça n'a pas tourné en notre faveur. Bah ouais, là, ce qui est compliqué surtout, c'est que contrairement à l'action de Dante, notamment à Monaco, où il prend rouge, bah là, Dante, c'était sur un tacle, même s'il arrive avant, le pied traîne quand même un peu haut, donc ça, je pouvais un petit peu plus le comprendre. Alors que là, c'est vraiment une action où Shaw est en avance, il dégage le ballon, et c'est Balerdi qui vient se mettre dans sa course, et là, du coup, bah, Shaw retombe sur son pied. C'est quand même très compliqué pour moi de siffler faute là-dessus. C'est pas comme vraiment le contact Dante avec Minamino à Monaco, où c'était plus dans la continuité de l'action, où le pied était un peu haut. Là, c'est vraiment un dégagement, tout ce qu'il y a de plus basique. Après, bah ouais, on peut ne pas s'empêcher de penser à la compensation, hein, parce que ça arrive d'entrée, mais là encore, même si pour moi, là, il y a pas faute, moi, c'est l'entame de seconde mi-temps, parce que ce penalty arrive vers la 52e minute. Enfin, tu reprends le match en supériorité numérique, bah, tu es direct dans ton camp à défendre. Avant ce penalty, on concède un coup franc chaud, puis un corner dans la foulée, donc on est direct en train de subir. Alors que moi, j'ai pas envie de me cacher derrière l'arbitrage, encore une fois. Pour moi, les intentions à l'entame de la seconde mi-temps, bah, tu laisses l'opportunité à Marseille d'avoir ce coup du sort, d'avoir ce penalty, et t'es sanctionné, même si le contact est sévère pour moi. Donc, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et un peu à l'arbitre quand même, mais on peut s'en prendre surtout à nous-mêmes. Ouais, l'idée, alors, on pointe les faits de jeu, hein. Euh, L'objectif est d'en parler, même si effectivement, Hugo, tu fais bien de rappeler que sur cette première partie sur l'entame de cette deuxième période, tu dois totalement emballer le match. Marseille est en apnée à ce moment-là, ils sont un de moins, tu dois emballer cette rencontre. Que nenni, en fait, tu ne l'emballes pas, et pire, tu es mené au score. Et là, eh bien, à ce moment-là, le gym a le ballon, le gym est dans la moitié de terrain marseillaise. Et puis, il y a le coaching. Alors, le coaching, ça commence très rapidement après le but de Aubameyang par la sortie avant l'heure de jeu de Terem Moffi. Donc, progressivement, je pense qu'on va arriver à une mi-temps, peut-être même 20 minutes, voire peut-être même Guessant titulaire. Sait-on jamais, ça pourrait peut-être même arriver incessamment sous peu. Je troll, mais au bout d'un moment, ras-le-bol de Mofi, il faut dire ce qui est, hein, c'est terrible. Donc le coaching est le suivant. Effectivement, alors, Guessant remplace Mofi 57e. Et alors, à l'heure de jeu, à la 65e, Laborde rentre à la place de Sanson et Mendy sort pour Boudaoui. Todibo passe latéral droit. Boudaoui rentre dans le cœur du jeu. Thuram, alors ça donnait un Thuram milieu défensif, 6. Boudaoui axe gauche. Euh, Axe droit, c'était qui? Moi, j'ai vu la board, hein. Ouais, Laborde, en fait, il joue un peu comme dans le rôle de Sanson, genre une sorte Ouais, c'est ce que j'ai vu, hein. de pointe haute du milieu de terrain, non? C'est ça? C'est ce Parce que qu'il y j'ai avait vu. quand même Shaw à droite, Boga à gauche Mm. et Guessant devant.
T'avais Laborde qui était, situé entre Guessant et Chaud, un peu plus reculé sur le terrain, milieu offensif. C'était une entrée très très compliquée de Gaëtan Laborde, hein. Moi, je le trouve peu servi. Il y a des fois, il est tout seul, justement, dans cette zone-là, dans l'entrejeu, entre les lignes marseillaises, il est pas servi. Après, avec le ballon, ben, c'est du Gaëtan Laborde. Et puis ensuite, on a eu à la 82e rentrée de Claude Maurice à la place de Mohamed Ali Chaud. Donc là, Laborde repassé à droite. Euh, Laborde repassé à droite. Il y avait devant Guessant, Guessant, Boga. Guessant, Boga. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce coaching? Très franchement, finalement, on arrive à marquer après ça. Est-ce qu'il y a eu un impact? Est-ce que vous auriez fait des choses différemment? Je regarde un peu le banc de touche. Baldé n'est pas rentré. Louché n'est pas rentré. Bon, Youssouf n'était pas à 100%, ça se comprend. Perrault n'est pas rentré. Bon, ce qui a surpris, je pense, un peu tout le monde, c'est... moi, j'ai pas compris la sortie de Mendy, en fait, parce que à ce moment-là, Barre est en difficulté. Bon, il se trouve que il égalise et se remet un peu de sa première mi-temps. Mais ouais, globalement, vous en avez pensé quoi Moi, j'ai sur... rien compris, honnêtement, entre la 65e et la 80e, là où il rééquilibre avec un 4-3-3 un peu plus, entre guillemets, normal. J'ai pas trop compris les expérimentations. Je trouvais que ça avait un peu perdu même les joueurs. Je trouve on s'est mangé quand même beaucoup de transitions très dangereuses parce que les joueurs étaient placés un peu n'importe comment. Je sais pas si ça avait été travaillé comme ça, peut-être, hein, mais j'étais quand même très étonné de voir Todibo à droite, même si il apportait quand même pas mal dans l'impact, dans ses percées vers l'avant, mais plus dans l'axe du terrain. Je trouve que j'ai pas compris pourquoi l'isoler sur le côté. Je trouve qu'on l'a un peu moins vu faire ses percées qu'il avait fait plusieurs fois dans le cœur du jeu. En plus, sur le côté, on sait qu'il n'a pas non plus une qualité de centre incroyable, donc j'ai vraiment pas trop compris pourquoi le mettre là. Le coup de la board entre les lignes pour toucher un peu plus de ballon, pourquoi pas, mais ça l'éloigne un peu plus du but, donc Non j'ai pas non mais plus j'ai tout pas compris. compris. Non et puis au bout d'un moment factuellement la board, alors on peut dire ce qu'on veut, là je vois que Farioli l'a tué etc etc. Peut-être, mais factuellement son entrée elle est pas du tout pertinente quoi à Bah, ce moment-là du tu match. peux élargir à tous les entrants. Moi, j'ai pas vu les entrées de Boudaoui et de Claude Maurice sont très Boudaoui compliquées. intéressant, je sais pas ce que vous en avez pensé, je l'ai trouvé Nul à chier. ah ouais? Bah Bah, il a servi à quoi? moins pire que les dernières semaines Matt. Bah, il a balle au pied sur 4 contre-attaques. Sa gestion de la contre-attaque, c'est s'isoler sur le côté droit et donner un ballon à 1 contre 3 à la board. Ça pue la merde en fait, hein. C'est pas du tout comme ça qu'on mène une contre-attaque. Donc non, il était dégueulasse Boudaoui. Il a récupéré 0 ballon, pas de pressing dans les dernières minutes. Non, dégueulasse. J'ai pas aimé son match, j'ai pas aimé non plus. Enfin, j'ai aimé aucun entrant, hein, je suis d'accord avec Hugo. Claude Maurice, c'est. Putain. C'est critique Je hein. vois, ça parlait de tir au pigeon dans le chat, Nissar d'État. Bah ouais, c'est sans déconner. Putain, mais soyez méchants quand vous Il a tapez dans le deux ballon, les gars. situations vraiment très claires où il Ouais, est aux il abords. en a une, ça doit être but. Bah, pour moi, je considère aussi que même la frappe aux 20 mètres là, du gauche, là, il doit au moins cadrer. Je veux dire, t'es à 20 mètres. T'es à 20 mètres. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, un milieu de terrain offensif. On demande pas à ce que. Enfin, Melvin Barr met des meilleures frappes que. Enfin, il y a rien qui va, quoi. Il y a rien qui va. Et puis à ce moment-là, on joue l'égalisation de Barr, elle intervient à quel moment? 72. 72e. Melvin Barr se tire, croisé, du sans doute joueur qui sera aiglon de la saison. Après cette première période dramatique, peut-être sa pire. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'était sa pire mi-temps de la saison ou pas? Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Il était vraiment en difficulté. Ça m'a rappelé un peu le match qu'il avait fait au Vélodrome déjà l'année dernière, où on avait gagné, mais il avait été vraiment. Il n'était pas dans la même dynamique qu'aujourd'hui, mais il a vraiment pas été bon. Très en difficulté techniquement. Il a été ciblé par le pressing marseillais. On a quand même revu les limites techniques qu'il avait dans les sorties de balles et tout. Et beaucoup balancé de ballons en profondeur. Je pense que les adversaires le ciblaient moins en début de saison, peut-être parce qu'ils le sous-estimaient.
Mais là, ça fait quelques semaines, je trouve déjà qu'il est beaucoup plus ciblé dans le pressing et on recommence malheureusement à avoir un peu ses limites techniques. Après, il met ce but qui est magnifique et on le sentait venir quand même ces dernières semaines. Il prenait de plus en plus de frappes à l'entrée de la surface. Ça passait souvent un peu au-dessus, le gardien la sortait. Là, elle est bienvenue cette frappe, mais moi, je sais pas vous, personnellement, moi, je l'ai même pas célébré parce qu'en fait, la dynamique de la seconde mi-temps était horrible. La frappe de Barre, c'est la première frappe qu'on tente en seconde période. C'est quand même très très compliqué de se dire qu'il a fallu cet exploit individuel de Barre à l'entrée de la surface pour se montrer dangereux, égaliser. Sinon, on aurait fait tourner le ballon sans se montrer dangereux de toute la seconde mi-temps. Donc, on s'en sort très bien, je trouve, sur cette deuxième période. Barre qui se rattrape aussi de sa première période manquée, mais moi, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec notre approche de la deuxième période. Ouais, et puis finalement, quel paradoxe hein, de vouloir cette maîtrise, de passer de droite à gauche, de faire preuve d'un jeu extrêmement prévisible. Ça jouait d'une manière très scolaire, comme on l'a déjà dit, hein. Finalement, bon, on peut tenter d'analyser le jeu, Matt, c'est ce qu'on mange depuis le début de saison. Il y avait un peu cet effet de surprise, on va dire, ce pressing très haut, cette volonté, voilà, cet effet de groupe aussi qui a permis au club d'avoir de bons résultats sur les premières semaines. Finalement, sur les derniers mois, on est rentré un peu dans le rang. Est-ce qu'aujourd'hui, les gars, on peut se satisfaire ce soir d'un match nul à Marseille en se disant, de toute manière, on a joué la 30e journée de Ligue 1. Moi, en tout cas, c'est mon ressenti. Ce n'est pas à la 30e journée de Ligue 1 qu'on va voir du jeu, qu'on va voir une équipe transcender. Ce qu'on a vu là, moi, je ne suis pas d'accord avec Hugo. Je l'ai fêté, l'égalisation de Barre, parce que à la 65e, quand il fait son coaching, son panic coaching, euh, moi je me suis dit, mais c'est écrit. Il va se passer 30 minutes où ça va faire de la balle à droite à gauche. On va pas voir on va pas égaliser. Et pire, on va peut-être même se prendre un but en transition. Finalement, là, on est à un moment de la saison aussi où il faut être extrêmement pragmatique. Tu vois. Je sais pas si vous partagez un peu ce ressenti-là. Est-ce qu'on doit encore accorder de l'importance au prisme jeu, alors que finalement, bah, on est un peu dans la continuité de ce qu'on voit de ce qu'on voit depuis le début de saison, et alors que surtout, t'es cinquième et que tu peux éventuellement rêver de quelque chose de plus grand sur cette fin de saison. Pas tous à la fois. Difficile de répondre à cette question. Le pragmatisme, on a essayé avec Galtier. Quand le coach il part, tu repars de zéro, hein. Donc ça a ses limites aussi, le pragmatisme. Et Oui, mais là, tu es dans une situation aussi, je m'excuse, hein, où on sent qu'il y a une fin de cycle, on sent qu'il y a des joueurs qui vont partir, on sent que voilà, l'objectif, c'est d'être européen. Il y a eu des tentatives dans le jeu, ça plaît pas. Les résultats, au global, si tu fais cinquième sur cette saison, il y aura des regrets de ne pas avoir fini plus haut. Mais quand tu proposes si peu dans le jeu, est-ce que tu peux vraiment attendre plus? Enfin, comment on se situe à l'heure actuelle? Parce que, bon, nul à Marseille, c'est plutôt un bon résultat, on va pas se le cacher, mais c'est quand même frustrant lorsque tu vois le contenu et surtout le nombre d'occasions ratées. ça dépend si tu veux continuer avec ce coach. Elle est là la réponse. Ne rien montrer dans le jeu, ne montrer aucun ressort tactique et collectif à 4 journées de la fin, quand tu te dis que l'année prochaine tu repars avec le même coach, c'est inquiétant. Honnêtement, moi je trouve ça inquiétant. Après, oui, est-ce que là il faut être pragmatique? Je sais pas. Moi, si je suis pragmatique, je me dis que la cinquième place, je vois ça, on parle dans le chat. Est-ce qu'elle est bénéfique cette quatrième place? Pour moi, il faut surtout pas qu'on finisse quatrième. Finir quatrième, ça veut dire que tu vas commencer à jouer ton barrage début août, mi-août, et tu vas te faire froisser parce que tu vas arriver, tu seras pas prêt. Ton mercato, on est logé Nice, donc il sera pas terminé. Et donc, je Donc pense en pas que fait, ce on soit est une bonne solution. condamné à ne pas franchir un cap, quoi. Bah, si franchir un cap, c'est aller se faire froisser
Ça allait se faire froisser mi-août, ruiner ta préparation physique pour l'été pour ça. Je sais pas. Mais Je c'est quoi, préfère jouer. c'est quoi le pire? Faire un mercato solide et jouer en poule d'Europa League et prendre 6-2 contre Leverkusen, ou c'est perdre en barrage en plein mois d'août? Hé, hé. Parce qu'en Europa League, Moi, enfin, honnêtement, excusez-moi, mais t'as quand même du lourd, quoi. mais moi, honnêtement, je m'en tape d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on est loin d'être prêt. Il nous manque des bases. On veut griller les étapes, mais commençons par avoir un fond de jeu. Ayons un fond de jeu. À chaque fois, on n'a pas de fond de jeu. On va en Coupe d'Europe, on prend des. On les a pris, hein, les 6-0 à Leverkusen. Sous pas de Vira, c'était au Bayer Leverkusen qu'on l'a pris. Oui. Donc on y est allé sans fond de jeu, voir ce que ça donnait. On a pris une claque, on n'a pas appris. Je préfère qu'on développe un fond de jeu, qu'on développe un esprit collectif conquérant, comme celui qu'ont montré les Marseillais sur les 5 dernières minutes. C'est pas normal que ceux qui veuillent le plus la victoire à la 5 minutes de la fin, c'est les mecs qui ont joué 3 matchs dans les 7 derniers jours. Je sais pas ce qu'en pense Hugo sur le pragmatisme, le fond de jeu, mais bon. Parce que, est-ce que on est en droit d'attendre du mieux dans le jeu, Hugo, finalement? Tu joues la 30e journée, il te reste 4 journées. Là, pour moi, on change notre fusil d'épaule. On est plus en mode, bah ouais, calcul d'apothicaire pour terminer le plus haut possible. Et puis, une fois que cet arc 2023-2024 se terminera, on tirera le bilan de cette saison, on tirera les bilans individuels, et puis on l'espère que les besoins sont et seront identifiés. Les joueurs, certains du moins, partiront parce que il y a des histoires qui vont se terminer sans doute cet été. T'es dans quel point de vue là? Plus que le fond de jeu, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est le manque de personnalité de l'équipe ce soir. On a lu l'interview de Todibo dans Nice Matin qui nous dit qu'on peut viser jusqu'à la deuxième place. On a entendu les discours des joueurs après le match à Lorient, disons focus sur le derby. C'est bien ce qu'on a fait à Lorient, mais on a encore un sprint à négocier. Et tu peux pas arriver et voir une deuxième mi-temps où t'es en supériorité numérique et pas frapper une fois au but avant la 70e et te chier dessus en fin de match comme ça, où Marseille méritait de gagner vu les deux énormes occasions qu'ils ont. Mais justement, ouais, moi, ça m'a vraiment énormément gêné, mais ça m'a pas surpris parce que c'est pas la première fois qu'on le découvre. Mais ce manque de personnalité de l'équipe, c'est ça, à un moment donné, si tu veux la Ligue des Champions, il faut quand même aller la chercher, même ta 5e place, faut aller la chercher parce qu'elle est loin d'être acquise. Lens est qu'à 2 points derrière. Marseille est à 7 points, mais t'as Rennes qui est à 5 points, donc t'as encore des concurrents qui sont là, t'as des gros matchs à jouer. Donc ce soir, tu avais l'occasion à 10 contre 11 de faire un gros pas vers cette qualif européenne, mais ce soir, je sais pas, moi, j'arrive vraiment pas à me positionner, savoir si c'est les joueurs qui manquent de personnalité, qui sont un peu faibles, un peu friables mentalement, ou si c'est le coach qui instaure cette fébrilité par peur de se manger des transitions défensives. Donc j'ai vraiment du mal à me positionner, mais en tout cas, pas surpris, mais très déçu une fois de plus. J'ai une question pour ça. Tu viens de me faire penser à un truc, Hugo. Est-ce que cette peur qu'on sent récurrente quand même dans cet effectif depuis plusieurs saisons, notamment sur les transitions défensives, on la doit pas à notre capitaine qui peut pas mettre un pied devant l'autre en transition. On l'a vu, franchement, l'action d'Aubameyang, c'est plus l'Aubameyang de la grande époque, mais ouais, il lui met tempête, hein. C'est violent. Est-ce que est-ce que c'est pas le fait justement d'avoir un défenseur central qui a la charrette au cul qui nous donne la peur de se découvrir quand on mène au score? Mais c'est un peu ce qu'il dit, non, dans son interview chez RMC. Il me semble qu'il y a un passage où justement il dit que la tactique, l'approche aussi, elle est quelque part adaptée par rapport aux forces en présence. Vous me dites si je déraille, hein, mais il me semble qu'il y avait eu un passage là-dessus. Je pense que Farioli, alors attention, je ne suis pas un fervent défenseur de Francesco Farioli, là on est vraiment dans une discussion. Il s'adapte en fonction des joueurs qu'il a à sa disposition. D'accord. Aujourd'hui, t'as qui en défenseur centraux capable d'être titulaire sur un match comme ce soir? Todibo, Dante, Mendy l'a été contre Lens, Youssouf qui est pas à 100%. Finalement, t'as peu de, t'as peu de solutions. Et puis, mine de rien, Dante, c'est un bonhomme à l'OGC Nice, qu'on le veuille ou non.
Moi, je pense qu'il s'adapte. Il essaye de valoriser le plus possible les qualités du joueur, que sont, on va dire, j'ai l'impression qu'il a un peu ses qualités de stopper, quoi. Il essaie de coller le plus possible l'attaquant pour essayer de combler son manque de vitesse, en même temps une bonne qualité technique, autant voilà, des passes courtes, des passes longues, il oriente le jeu. En deuxième mi-temps, c'était vraiment le quarterback, en fait. Voilà, moi ça me gêne un peu de voir un défenseur central dans cette position-là. J'aimerais que ce soit plutôt un Jean-Michel Seri, voilà, un manieur de ballon quoi, au milieu de terrain qui apporte un peu cette différence par la passe, par l'imagination aussi. Mais tout ça pour dire que... C'était quoi la question de base, Matt? La question de base, c'est est-ce que si cette équipe elle manque d'esprit conquérant et de personnalité quand elle mène au score, c'est pas par peur de se faire percer en contre-attaque à cause de la lenteur de Dante. Ah bah, c'est pas la même parce qu'on était mené carrément 2-1 en seconde période. Et à ce moment-là, le message qu'il envoie le coach avec son coaching un peu complètement fou là, à faire entrer que des attaquants, c'est justement, c'est allez, faites comme contre Monaco en deuxième période, on se lâche, on va vers l'avant et tout. Et les joueurs, je trouve, n'ont pas du tout été réceptifs à ce Ouais, mais que là a t'es voulu mené. impulser. Ah, franchement, moi je trouve qu'on les a quand même bien pris à la gorge en deuxième mi-temps. On fait le Ah ouais? siège hein, pendant 30 minutes, on fait le siège. Ah, on prend banderie, on prend quelques banderies, mais moi je trouve qu'on a bien fait le siège. On prend Bandry dans le temps additionnel. Ah, je crois qu'on fait tourner sans se montrer dangereux, hein. Ah oui, Parce qu'on manque de ressources, mais pour moi, on s'est installé haut sur le terrain, on a essayé de les prendre à la gorge. On a vu des tentatives individuelles de provoquer. Franchement, je suis. Moi, quand je regarde les stats du match en termes de possession, il y a 48-51 pour nous, tu vois, donc le différentiel, il n'est pas énorme non plus, alors qu'on est censé avoir quand même eu le contrôle du match au moins toute la seconde période. Tu termines avec 48-51 de possession, Marseille a plus de frappes, il y a le même nombre de frappes cadrées. Donc au final, moi, j'ai vraiment pas senti plus que ça de la maîtrise ou du contrôle ou de la pression de notre part en seconde période. J'ai vraiment senti qu'on avait peur d'y aller, d'impulser quelque chose, de se découvrir et d'emballer le match, quoi. Ça a vraiment manqué de folie totalement sur cette deuxième Ouais, période, je trouve. manque de folie et un manque, je pense, de créativité aussi, hein. Quand tu essayes de passer de droite à gauche et de jouer sur les individualités que sont Shaw et Boga et que bah, la plupart du temps c'est pas passé, ou alors de jouer sur Shaw et il a fait ce qu'il pouvait, mais bon, bah, des fois ça passe, des fois ça. Et puis les centres aussi, moi ce qui m'a marqué aussi c'est le nombre de fois où on a joué dans les airs. Je crois que Matt, tu le disais au tout début de l'émission, le nombre de fois où Dante ou même les centres, Laborde, Boga, Barr ont tenté les centres et finalement t'as personne. T'as personne parce que bah, qui aujourd'hui est dominant dans les airs. Ton attaquant numéro 9 titulaire est censé l'être, mais il ne l'est pas. Guessant sait jouer de son corps, mais n'est pas non plus un excellent joueur de tête. Finalement, il nous manque aussi, je pense, dans notre profil, un joueur offensif. Laborde a un bon jeu de tête, je pense. C'est peut-être le meilleur jeu de tête pour un joueur offensif dans notre effectif actuel. Mais Pour un joueur tout court, hein, parce qu'en défense, c'est combien de buts de la tête Dante et Todibo? ouais, c'est vrai. Donc je pense de tout l'effectif, c'est le meilleur jeu de tête, la Borde. Donc ça manque en fait. Et dans ce genre de situation, mais ça rejoint aussi une autre réflexion que je me suis fait pendant le match, c'est pourquoi on n'exploite pas autant les coups de pied arrêtés. Pourquoi c'est devenu compliqué de se dire, il y a un coup de pied arrêté, un coup franc dangereux, un corner, c'est une occasion de but à coup sûr. Si on a du mal dans le jeu, pas de problème. Utilisons les possibilités qui nous sont offertes, pardon, pour justement marquer un but. Là, je trouve ça hallucinant, le manque d'idées, le manque de combinaison, le manque d'invention qu'ont nos joueurs pour tenter de marquer un but. Voilà, on voit pas de combinaison, on voit rien quoi. Enfin, je veux dire, surprendre l'adversaire, c'est compliqué, d'accord, mais essaye plein de choses pour le surprendre. Et les combinaisons sur coup de pied arrêté sur corner en font partie. Non, on met ça au premier poteau, au second poteau, personne gagne un duel de la tête. C'est terrible de voir ça. Je sais pas si vous êtes fait cette réflexion ou si je suis vraiment trop dur pour ça ou pas. Qu'est-ce que je te dis, Ouais, ouais. on avait pris un spécialiste des coups de pied arrêtés, on n'a pas mis un coup de pied arrêté depuis 15 ans. Qu'est-ce que je te dis, depuis que Renato Sivelli il est plus au club, on marque pas sur coup de pied arrêté. Donc C'est vrai ça. Bon, match aller quand même. ouais, ouais.
Effectivement. Mais tu vois, en plus, j'allais dire, c'est peut-être le dernier coup de pied arrêté. Vraiment, on sentait qu'on jouait la gagne, tu vois. Au match aller, je me souviens, quand on obtient cette faute, tu sais, on a l'impression que c'était un penalty. Moi, j'avais ce sentiment-là, qu'on avait un penalty à ce moment-là. Mais franchement, on nous a dit, ouais, Sanson et Boga, on va bien tirer les coups de pied arrêtés. Ben, il va nous falloir des mecs à la retombée maintenant parce que, je sais pas, moi, ils sont bidons. Et ouais, j'ai l'impression qu'ils ont juste pas envie en fait. Quand tu gagnes pas tes duels, c'est que t'as moins envie, t'en veux moins. Je sais pas, franchement, m'a écœuré ce match. Les gars, pour terminer sur le match, on va passer un peu voilà, au focus sur les performances individuelles. Quel est votre MVP de la rencontre? Euh, je te vois sourire, Matt. Ça me plaît quand je te vois sourire. Je sens que ça va être lourd. Hugo, est-ce que tu as un joueur ou pas? Ça peut être le coach, ça peut être autre chose. Mais voilà, ton MVP de la rencontre, globalement. Non, moi je trouve que j'en ressortirais deux, particulièrement plus Todibo, qui je trouvais a vraiment fait le taf défensif, mais aussi offensif. Il a vraiment lui pour le coup montré de la personnalité, son impact physique. Il n'a pas hésité même à monter vers l'avant, un peu comme on l'a vu contre Lorient où il fait la passe décisive sur le troisième but. Lui, il a vraiment répondu présent. Il a parlé, il a répondu sur le terrain. Pour le coup, j'ai rien à lui reprocher là, les deux trois derniers matchs, alors que son début d'année 2024 était moins bon. Là, franchement, c'était bon. Il a joué ce match comme vraiment un match de Ligue des Champions, donc rien à retirer là-dessus. Et j'en sortirai aussi Rosario, que j'ai trouvé encore une fois vraiment pareil dans l'impact, l'état d'esprit, et même dans toujours cette intelligence de jeu, la vision, la qualité de passe, qui avait aussi répondu présent. Mais malheureusement, on ressort comme d'habitude souvent des postes défensifs, et on ressort pas assez nos joueurs devant qui quand même sont vraiment toujours déficitaires en termes de personnalité face à la cage. Sanson, ça rend pas possible, Sanson, Morgan Sanson, Sanson, on n'a pas parlé de à Sanson son, encore. à son âge et au rôle qu'il doit avoir dans le vestiaire. Non mais Il a je, bientôt je- 30 je- ans, je il crois, je bégaye crois que devant ce la qu'il y a cage, de, c'est pas ce qui- possible. ce qu'il y a de pire dans Sanson, c'est que on s'est enflammé après Lorient. On s'est dit, ah, voilà, Sanson dépendance, limite, j'ai mentionné la Sanson dépendance. Enfin, tu peux pas nous, Et nous son but chier. contre Lorient, il est plus dur à mettre que les deux situations qu'il a en première période. C'est C'est ça le pire. C'est vraiment. c'est- Là, contre Lorient, il est en angle un peu fermé, il met une frappe sous la barre. Là, la deuxième action, là, limite face à face, la reprise, elle est molle, c'est incroyable. c'est Et terrible. ouais, c'est très frustrant parce qu'il fait vraiment le boulot en termes de pressing et de récupération. Mais derrière, Mais tu peux là, pas être déficitaire l'utilisation comme du ça ballon dans la même, surface. enfin, au-delà même des situations, les gars, au-delà même des situations, il a tout raté. Non. Il a. Ah, je suis tellement pas d'accord. Bah, pour Franchement, moi, c'est fou. Sanson, t'es sérieux ou quoi? Non mais Matt, Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de la première mi-temps. Des deux équipes, hein. C'est le meilleur milieu de terrain de la première mi-temps. À chaque fois qu'on lui donne un ballon, en plus, souvent, les ballons sont pas donnés dans le bon dans timing. l'utilisation du ballon, Matt, Oui, franchement, si on prend les actions qu'il a de choc là, aux alentours de la surface, c'était pas bon. Si non, on non, non, prend non, tout ce c'est qui se pas passe avant dans les 30 mètres l'utilisation du adverses, ballon je l'ai global. trouvé très bon. Je l'ai trouvé Ah très bon. ouais? Ouais, franchement, moi j'ai aimé son match. Quand il oriente le jeu sur chaud, à un moment donné, sur une contre-attaque, il met le ballon à chaud. C'est une des rares fois où on a vu un ailier lancer dans le bon tempo. C'est quand même incroyable. C'est lui qui le fait. Les deux seuls joueurs qui savent le faire, c'est lui et le MVP de Hugo, Rosario, qui a toujours une très bonne qualité de passe. Mais honnêtement, avec le ballon, il a récupéré des ballons improbables. Franchement, sur la première mi-temps, s'il est un tout petit peu plus réaliste devant la cage, c'est de loin le meilleur niçois pour Eh moi. ben, vous savez quoi, le chat, les gens qui sont en direct là, mettez une note sur le match de Sanson. Moi, je suis curieux de connaître un peu votre avis. Je vois que Babin sort un 6 sur 10. Peut-être que. Enfin voilà, besoin d'avoir votre ressenti parce que pour le coup, je suis pas forcément d'accord avec Matt. Hugo, t'en penses quoi? Le match de Sanson, tu le noterais à combien euh, ce soir? Moi, j'ai quand même toujours envie de valoriser son travail et son volume à la récupération. C'est toujours lui qui initie le pressing, il gratte des ballons. Lui, il montre cette envie, mais franchement, dans la balance, le déficit et le manque de tranchant dans la surface et dans la 25 derniers mètres, par ses occasions, mais aussi par ses passes, il fait rarement les bons choix. Enfin, moi, ça me pose problème dans le rôle qu'il devrait avoir dans l'effectif. Je dis, on a souvent tapé sur Thuram pour ces choses-là. Hmm. C'est le fait de ne pas être impactant dans les 25 derniers mètres, faire les mauvais choix. Mais Thuram, ok, c'est un international, ok, il a beaucoup de potentiel, mais ça reste un jeune joueur.
Sanson, c'est quand même un mec qui a de la bouteille, qui a joué des Coupes d'Europe et tout. Il a bientôt 30 ans. Moi, j'en attends plus à ce moment-là de la saison, en plus, alors je pensais que son but à Lorient, ça aurait peut-être été un déclic, mais moi, j'attends vraiment, vraiment plus dans les 25 derniers mètres par l'apport statistique, mais aussi dans les choix, l'intelligence de jeu. Donc, j'ai pas envie de non plus lui taper dessus vu ce qu'il a montré au pressing et tout, mais ouais, ça vaut pas plus qu'un 4/10 pour moi. 4/10 pour Hugo, 6 pour Olivier, 4 pour Cesaro, 5/10 pour Nissardeta, 4/10 pour Issa Nissa. Moi, franchement, si on fait la performance au global, je peux difficilement lui mettre la moyenne. Enfin, c'est compliqué. Il rate deux situations qui sont évidentes où il doit faire beaucoup mieux. Et alors, effectivement, je dis pas que j'ai raison parce que de toute façon c'est un débat et chacun a une sensibilité différente. Mais en tout cas, je l'ai trouvé en tout cas en difficulté vraiment dans ce match-là. Euh, voilà. Ce serait intéressant d'avoir un appui statistique pour voir exactement le nombre de duels gagnés, le nombre de passes, etc. Pour voir si justement les chiffres dans ce cas-là peuvent un peu nous donner une indication beaucoup plus précise sur le match de Morgan Sanson. Euh, Par rapport aux performances individuelles, Matt, est-ce que tu as un MVP, là, un joueur à sortir du lot? Ben, grâce à qui est-ce qu'on perd pas le match? Boulka quand même. À l'action de Ndiaye, on a eu peur, hein. C'est incroyable. Et honnêtement, je sais pas, je crois que ça a été dit dans le chat, je sais plus par qui, mais si le mec c'est pas un albatros, il n'est pas obligé de autant la surjouer, sa petite frappe piquée Aubameyang. Je pense que le fait qu'il se retrouve face à un espèce de colosse de 2 mètres de haut, tout droit venu des mines de Pologne, tu sais, ça l'impacte psychologiquement. On parle souvent de la force de dissuasion. Pour moi, il y a une force de dissuasion qui te sauve sur l'action. Donc obligé de mettre Boulka à défaut de mettre un joueur de champ. Sinon, bah, j'aurais pris un peu les mêmes qu'Hugo. C'est les seuls qui ont été vraiment à la hauteur du rendez-vous ce soir. Moi, j'aimerais quand même mettre mon petit Antoine Mendy parce que je l'ai trouvé, alors, pas exceptionnel, enfin, sobre, efficace. Physiquement, il est toujours au rendez-vous. On sait que techniquement, c'est encore un peu limite, mais c'est une bête, enfin, physiquement pour son âge. J'ai apprécié son centre, première intention pour Mofi. On n'en a pas assez parlé, alors c'est sûr que vu la chiasse que nous pond Mofi sur le centre, on n'en parle pas, mais première intention, est-ce que Lotomba fait des centres première intention d'une aussi bonne qualité? À l'entraînement à la limite, mais je ne l'ai pas vu faire ça. Donc voilà, Mendy titulaire. J'ai pas compris sa sortie. Est-ce que c'est physique? Voilà, encore une fois, c'est vraiment le coaching. Le JC Todibo arrière droit, pourquoi pas? De toute façon, je pense qu'il peut jouer les 4 postes derrière. Mais à ce moment-là, Je pense, je pense que c'est le joueur le moins capable offensivement de la ligne de 4 derrière. ouais, mais finalement, tu mets ton défenseur central latéral droit. Ouais, parce que tu sais que Todibo, il a carte Moi, blanche. tu vois, je vais te dire un truc. Pour moi, si tu veux la jouer, enfin, pour moi, il aurait pu faire quelque chose. C'est-à-dire, à la limite, passer à 3 derrière. Dante, JC, Rosario. Tu mets, comme il avait fait un peu à Lyon, ça n'avait pas du tout fonctionné, mais tu mets un Boga, ah ouais, ta barre. Tu mets chaud piston droit. Ouais, chaud piston droit, barre piston gauche. Mais il aurait pu éventuellement mettre un Le Louché, 3-4-3. Ouais. ouais, ou même un Louché, en fait, sur un côté. Louché qui a une très bonne qualité de centre. Tu vois, sur 10-15 minutes, bon, il n'y a personne pour prendre les centres, hein, forcément, mais il aurait fait des bons centres. Non, je sais pas. J'ai pas compris, voilà, voilà, ce choix-là de. Bon, forcément dicté par le fait que Lotomba n'était pas là. Mais bon. À Lyon, on l'avait défoncé quand il avait fait ça. Oui, je sais, je sais. Sans doute les heures de football manager qui montent un peu trop la tête. Messieurs, par rapport à cette rencontre, on a parlé voilà, du contenu, etc.
comment va se terminer cette saison de l'OGC Nice là? J'ai l'impression que le désespoir, la hâte de terminer est mêlé à de la hâte de voir à quelle position. J'ai l'impression qu'on est tous fatigués en fait. On est tous fatigués de voir finalement que notre club ne progresse pas. J'ai vu finalement sur les 6 derniers mois, finalement on ne progresse pas. A-t-on progressé sur cette année? Peut-être des cas individuels, mais comment est-ce que vous voyez cette fin de saison? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous en avez marre? Vous vous situez où là concrètement là? Bah, c'est long, là, ça commence à être vraiment long et franchement, moi, Chaque année c'est pareil, c'est, et là il n'y avait pas eu la Coupe d'Europe quoi. C'est ça, ouais. c'est... Mais moi, franchement, on peut se le dire, c'est un miracle qu'on soit encore dans le top 5 parce faut quand même rappeler qu'on a gagné que sur la phase retour, on a gagné que 3 matchs. C'est miraculeux d'être encore dans le top 5, même si tu avais de l'avance et que tu étais deuxième. La deuxième partie de saison, elle est quand même très très compliquée. Et moi, je l'avais déjà dit dans l'émission précédente, mais je suis pas du tout confiant. Moi. Je regarde pas du tout vers les places Ligue des Champions. Je me dis, assurons cette 5e place Europa League, parce que on a un calendrier qui, je trouve, est vraiment pas simple. Déjà, le match à Strasbourg dimanche, Bourbier, comme souvent quand on va à la Méno. On gagne rarement là-bas, on va se prendre encore un bouillon d'intensité. Donc moi, je suis pas du tout confiant pour ce match. On a encore le PSG et Lille à jouer, donc pas simple. Faudra faire le plein de points face au Havre, mais même ça, c'est pas non plus dit Bah, quand on voit notre dynamique. une Donc, équipe en plus qui joue sa survie, donc pas évident. ouais, moi, je suis pas du tout confiant. Je pense que même les joueurs, là, il y a une sorte de lassitude. Ouais, la dynamique est vraiment pas bonne. Ça fait 3 matchs qu'on est un peu à l'arrache pour essayer de relancer cette dynamique. Le nul à Reims, la victoire contre Lorient, là, sur un nul un peu bancal. Mais ouais, on sent qu'on est vraiment en bout de souffle. Et heureusement pour nous, c'est le cas aussi de pas mal de nos concurrents. Marseille, c'est compliqué. Lens, c'est compliqué. Rennes, c'est compliqué. Donc à voir qui sera le moins bancal pour choper la place dans le top 5. Mais en tout cas, je pense qu'en haut, le top 4, c'est totalement exclu. Même si mathématiquement, c'est possible, mais dans les dynamiques et le niveau global, c'est impossible. Matt, ton ressenti sur la saison, et je vais aller plus loin. Ok, on finit la saison, j'ai signé est cinquième. Euh, on va rebondir un peu sur l'actualité, puisque la presse italienne parle du fait que plusieurs entraîneurs ont été sondés pour remplacer Stefano Pioli, actuel entraîneur de l'AC Milan, parmi lesquels Lopetegui, Roberto De Zerbi et, tiens, Francesco Farioli, actuel entraîneur de l'OGC Nice. Ma question, elle est double. Comment est-ce que tu vois la fin de saison pour le gym? Et est-ce que pour toi, il y aura un Farioli acte 2 l'année prochaine? La fin de saison, elle va être extrêmement douloureuse, je pense. Douloureuse au point que on ne sera pas qualifié en Coupe d'Europe? Douloureuse à vivre, je pense. Je pense que ça va être à l'arraché sur tous les matchs. On a j'irai la chance d'être épargné ce week-end de football. Parce que moi, franchement, ça me fait perdre des. J'ai vu des gens qui perdaient des cheveux dans le chat. Je suis pareil, hein, franchement, je perds des cheveux avec l'OGC Nice. Je... J'ai les palpitants qui montent. Donc on va pouvoir se reposer ce week-end et accueillir Paris en milieu de semaine. On finira au moins l'année sur un stade plein. Ça, c'est une bonne nouvelle. Farioli, acte 2. Franchement, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à changer. Le chantier cet été est énorme. Franchement, je sais pas si on a déjà eu un chantier pareil, parce que Ça fait 3 ans qu'on dit ça. ouais, mais là, franchement, c'est abusé. Là, tu perds Todibo, tu rames, tu dois très probablement changer de coach, de numéro 9 ou les deux. Euh, Laborde, je pense il a jamais vraiment été dans le projet. Je sais même pas si ça vaut le coup d'insister avec lui. Donc j'ai l'impression qu'on repart quasiment d'une page blanche. Ta satisfaction de la saison, Melvin Barr. Peut-être qu'on va devoir le vendre en fait, parce que finalement s'il y a une offre de 15-20 millions qui tombe pour Melvin Barr, est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le vend? Est-ce qu'on rase tout pour repartir sur des bases saines? Donc Farioli acte 2 avec un autre 9. Si on doit le faire avec un autre numéro 9, dans tous les cas. Oui, effectivement, on joue dimanche, prochain match dimanche à 15 h entre l'OGC Nice et le Racing Club de Strasbourg à la Méno.
comme tu l'as dit, Hugo, pour retrouver notre cher et tendre Patrick Vieira. Écoutez, l'OGC Nice sort d'un match nul, très frustrant. Malgré tout, pour l'instant, on l'a dit, l'opération comptable est bonne. Pour le football, on repassera. Peut-être que ça arrivera dimanche après-midi, sait-on jamais, ou peut-être que ça n'arrivera jamais. Les gars, merci beaucoup pour votre participation à l'émission ce soir. C'était un plaisir de faire cette émission à chaud. J'espère que ça n'a pas été trop désordonné, que ça a été un minimum constructif, que vous avez pris du plaisir à nous suivre en direct sur Twitch. Elle est à retrouver en replay vidéo sur YouTube dès cette nuit ou dès demain matin, je verrai. Ou sur les plateformes de podcast, peu importe laquelle. On se retrouve très vite. Passez une très très bonne nuit. On se retrouve dimanche soir pour le prochain match. La bise, la baïta et Issa Nissa. Ah bah, Nissa.